Docteur Marc Bergeron, bienvenue à On n'est pas du monde. Merci. Alors, comme hémato-oncologue, vous avez passé l'essentiel de votre carrière à soigner des gens gravement malades, pour plusieurs. Comme médecin, j'imagine que vous avez eu à annoncer des mauvaises nouvelles assez souvent à vos patients, des pronostics qui parfois étaient sans appel. Comment les gens réagissent quand vous leur expliquez que la fin approche, qu'il va falloir se préparer à l'éventualité de la mort? Je dirais d'abord que comme médecin hémato-oncologue, j'ai travaillé dans les hôpitaux, plusieurs hôpitaux, là, et pendant environ 35 ans, aux soins des malades atteints de cancer, dont plusieurs aussi arrivaient en fin de vie. Et puis, dans ces 35 années-là, il y a comme deux époques. L'époque que j'appellerais heureuse, où on ne parlait pas d'aide médicale à mourir, où c'était acquis que les soins que les gens recevraient, c'était des soins d'accompagnement, des soins palliatifs, etc. Et puis, donc, pendant ces périodes-là, les premières années, je dirais jusqu'en 2010, ou à peu près, quand on a commencé à parler d'aide médicale à mourir, les années avant ça, disons peut-être des années 80 jusqu'à 2010, je dirais que c'était relativement facile, malgré tout, relativement facile d'aborder nos malades qu'on avait suivis. Nous, on avait une tradition de suivre nos malades jusqu'à la fin. Alors, c'était relativement facile parce que c'était des gens qu'on avait souvent donné de la chimiothérapie peut-être pendant des années par moment. On les accompagnait tout au long. C'était une tradition comme ça. Les hémato-oncologues, en tout cas en général, suivent le malade très longtemps parce que souvent, ils sont en rémission, mais ils peuvent récidiver. C'est rarement qu'on peut dire, mais là, vous êtes guéri, partez. Ça arrive quand même, mais alors, c'est des gens qu'on suivait très longtemps. Puis quand arrivaient les derniers moments, on était très le contact avec les malades et leurs familles était déjà établi, la confiance était installée. Donc, c'était facile à dire, écoutez, vous approchez la fin, etc. Et puis, on va s'occuper de vous jusqu'à la fin. C'était déjà acquis ou ça allait de soi, disons, que la relation entre le patient et le médecin en était une de soins, d'aide, et que tout serait mis en place, et ils en avaient eu la démonstration dans les années précédentes dans cette relation-là, que tout serait mis en place pour que leur situation soit le plus confortable possible, malgré la maladie, que vous alliez tout déployer pour son bien. Qu'est-ce qui a changé alors dans la deuxième période? Et puis quand est arrivée l'aide médicale à mourir et puis la possibilité de mourir d'une injection, finalement, une injection létale, bien là, la mentalité globale de la population a changé. Il y a des gens là, qui ont commencé à paniquer, je dirais. Ils arrivaient à l'urgence, en souffrance, et moi, je veux l'aide médicale à mourir, alors que c'était pas, je veux dire, avant, on ne voyait pas ça, là. Et puis, là, ces gens-là étaient difficilement contrôlables, là, parce que nous, on n'offrait pas l'aide médicale à mourir à ce moment-là comme hémato-oncologue, on offrait des soins palliatifs, et puis là, ça a fait vraiment une espèce de conflit pas de génération, mais de période de temps où l'avant et après, l'aide médicale à mourir, de sorte que là, on a perdu, comme hémato-oncologue, ce genre de privilège qu'on avait d'accompagner jusqu'à la fin tous nos malades. Alors là, il y en avait quand même qu'on continuait de donner des soins palliatifs, mais pour le petit nombre qui voulait de l'aide médicale à mourir, il y avait comme une rupture brutale dans cette relation thérapeutique-là entre le médecin et le malade, cette relation thérapeutique qu'on avait établie pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans ce parfait. Alors, c'était brutal pour nous, comme médecins, de voir cette situation-là. Et puis, on peut aussi s'imaginer en parallèle aussi que dans les maisons
maisons de soins palliatifs qui étaient habituées d'accueillir initialement des malades en fin de vie, mais on a fait à ce moment-là juste des soins palliatifs. Il n'y avait pas de bris, hein, il n'y avait pas de rupture de relation, d'accompagnement, etc. Alors, l'avènement aussi de l'aide médicale à mourir dans les maisons de soins palliatifs, c'était extrêmement brutal aussi pour des soignants, de sorte qu'il y a beaucoup de soignants qui ont quitté aussi ces établissements-là. Corrige-moi si je me trompe, Jasmin, mais ça a été imposé aux maisons de soins palliatifs, cette possibilité-là d'offrir l'aide médicale à mourir, même au sein même de ces maisons-là? Je tiens à dire que de façon naturelle, au fil des ans, l'immense majorité des maisons de soins palliatifs ont choisi par elles-mêmes. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques pressions. Il y avait un encouragement pour l'offrir. Mais à la toute fin, il restait une poignée de maisons, moins que 5, qui tenaient à offrir uniquement les soins palliatifs. Mais depuis décembre 2023, là, c'est obligatoire. Toutes les maisons doivent l'offrir. Ça doit créer des tensions certainement évidentes à l'intérieur de certains soignants eux-mêmes, mais aussi des équipes. Mais je tiens à dire que c'est des équipes volantes qui viennent. Il y a des maisons de soins palliatifs où il n'y a personne parmi l'équipe soignante qui administre le soin, mais ils acceptent que des gens de l'extérieur puissent venir. Docteur Bergeron, quand vous avez devant vous quelqu'un qui est en fin de vie, vous parliez des gens qui arrivent à l'urgence même, qui paniquent, qui réclament ça. Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi ils ont peur? De quoi elles ont peur, ces personnes-là? De mourir, de souffrir? Qu'est-ce qu'elles expriment? Je pense que c'est une composition de plusieurs facteurs. Probablement la peur de l'inconnu, la peur de souffrir, la peur de ne pas avoir les bons soins, la peur de... Il y a de multiples peurs là, qui se conjuguent ensemble de sorte que les gens, à un moment donné, perdent leur contrôle aussi sur eux-mêmes, sur la situation. On vient de leur faire vivre... Avant l'aide médicale à mourir, la voie était tracée aussi souvent pour les malades. On savait qu'est-ce qui se passerait. Par exemple, on connaissait une maladie, les gens étaient au courant que dans peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, ils seraient décédés, etc. Alors, quand ça arrivait, bien, c'était pas un choc brutal, etc. C'était quelque chose, une continuité. Ouais. Mais là, quand vous offrez une nouvelle chose comme l'aide médicale à mourir, qui est une solution instantanée, très attrayante dans certains cas, là, bien, à ce moment-là, je veux dire, ça provoque une espèce de réaction chez l'individu aussi qui subitement se sent interpellé par cette chose-là, mais c'est une autre étape à franchir si on peut dire, dans leur préparation à la fin de la vie. Alors, on rajoute encore une couche de difficulté à intégrer pour la fin de la vie. C'est fou, alors que l'intention, c'est d'aider. Finalement, on se retrouve à compliquer la selon chose. Moi, on en rajoute une couche. On complique d'après moi. Il a été question un peu de manière indirecte, là, mais du fait que, un peu plus tôt dans l'émission, ça arrive que les gens ne veulent pas déranger, veulent pas leurs proches, mais même ils veulent pas être un poids pour la société, pour le système de santé. C'est comme si cette idée-là était intériorisée ou... est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou entendu? Oui, ça fait partie disons, le fait de ne pas... parmi les demandes, les raisons, effectivement, de ne pas être un fardeau. Ouais. Ça fait partie aussi d'autres raisons. Par exemple, garder l'autonomie. Hein, les gens en fait, depuis qu'on est né, peut-être jusqu'à la tendre enfance, on était dépendant. Après, tranquillement, on a gagné de l'autonomie. Puis là, on est en voie de perdre d'autonomie irréversiblement. Alors, c'est un gros facteur aussi, cette perte de contrôle, perte d'autonomie-là, qu'on veut pas, on veut pas le perdre quelque chose. On veut contrôler finalement. C'est une valeur tellement importante que c'est même associé dans l'inconscient, des fois, des gens à cette idée-là de la dignité. Hein? Quelqu'un qui est moins autonome serait moins digne, en quelque sorte. Exact. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce qu'une personne perd sa dignité? La dignité, je pense, là, on a parlé, là, c'est intrinsèque à la personne, ça. On n'est pas digne parce qu'on est
on est en santé, on n'est pas digne parce qu'on est riche, parce qu'on est fin, etc. On est digne parce que c'est une qualité intrinsèque à l'être humain. Ça fait partie donc de cet être-là, qui est un être digne par définition et qui est un être libre aussi. Et puis, c'est pas en perdant des capacités qu'on perd de la dignité. Alors, ce concept de dignité-là a été utilisé beaucoup pour ceux qui favorisaient l'aide médicale à mourir, mais dans le fond, je pense que ça n'a pas été bien utilisé. C'était utilisé pour faire entrer en quelque sorte l'aide médicale à mourir. Jasmin? Et c'est le cœur de tous les débats à l'international. Alors, il y a des projets de loi en Grande-Bretagne, en France aussi. Puis nous, ce qu'on tient à dire, là, c'est qu'il faut tenir le fort pour proposer sans complexe cette notion de la dignité, parce que ce que l'on propose là, cette aide médicale à mourir qui serait, dans certains cas, les fameux cas terminaux, bien, c'est une lubie. Là. On sait que partout, il y a des législations qui ouvrent la porte à l'euthanasie, à l'aide médicale à mourir. La porte s'ouvre de plus en plus. Une dernière question, Dr Bergeron. Vous avez vu des patients mourir dignement. Vous avez pu accompagner dignement des parents, des patients dans la fin de vie? Comme médecin hémato-oncologue, moi, je travaillais surtout dans les hôpitaux. Donc, on hospitalisait nos propres patients. Puis je dirais que quotidiennement, on voyait nos gens mourir dignement. C'est-à-dire, moi, je dirais que je n'avais pas de difficulté du tout avec cela. Je n'ai jamais trouvé que c'était, entre guillemets, difficile pour nos patients de mourir parce qu'ils étaient accompagnés naturellement. Et puis, donc... Leur souffrance était traitée. Hein? Leur souffrance était traitée. Leur souffrance était traitée. Il y a tellement d'intervenants aussi dans les hôpitaux. Hein. Il y a des bonnes équipes maintenant spécialisées dans les soins palliatifs qui font un travail extraordinaire pour soulager les symptômes de douleur, d'anxiété, etc. Alors, non, moi, je vous dirais que ce n'était pas un problème. Dans ma carrière, en 35 ans, j'ai vu un seul cas où on a dû faire une sédation palliative. C'était un anesthésiste, entre autres, qui avait été greffé. Ça avait très mal viré, là. Et puis, lui, la seule façon, il fallait absolument... Il disait « endormez-moi ». Il n'était plus capable. Il y avait une GVH, une réaction du greffon contre l'autre. Il perdait 2-3 litres de sang par jour dans les selles. Puis il disait « endormez-moi ». On l'a endormi pour quelques jours, puis il est décédé. C'est le seul cas où moi, personnellement... Puis vous en avez vu? Avant l'aide médicale à mourir, j'en ai vu, comme je dis, pendant longtemps. Là. Et puis on hospitalisait nos propres malades. Donc on les connaissait, on les suivait, etc. Docteur Bergeron, c'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience.